Juste avant de commencer, un petit mot. S'il y a des personnes qui préfèrent une traduction simultanée en langue française, qu'ils avancent ici et prennent un écouteur. Voilà. Van dat niet te geval is. Si personne n'a besoin d'interprétation, alors nous allons démarrer, mais j'attends un instant, puisque nous sommes en direct. Nous attendons le signal de départ. Très bien. Au nom de la ville d'Ettelbruck, des conseils des échevins et des conseils communaux, je tiens à vous saluer ce soir, ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui nous suivent depuis l'extérieur. Ce soir, nous sommes heureux d'avoir à nos côtés deux ministres, mais je pourrais le dire autrement, parce qu'au fait, ce sont eux les initiateurs. Ce n'est pas nous, les hôtes, mais ce sont eux qui nous reçoivent. C'est eux qui ont pris l'initiative de cette rencontre de ce soir. Donc, quelques mots pour le contexte. Nos ministres, François Bauch et Claude Tourmez, et leurs équipes sont présents ce soir, mais surtout ceux qui sont ici sur scène et qui vont s'adresser à vous dans un instant et répondre à vos questions. Ce sont nos spécialistes. Vu d'ici, Marc Ries, directeur régional des ponts et chauffés, responsable pour ce soir, et de l'autre côté, un autre Marc Merge, du bureau Pacte. Il en faut des bureaux d'études, et vous voyez Pacte, Schröder et Associés sur cette première diapo. Pour ce qu'on va vous montrer ce soir, il faut de grandes équipes, beaucoup d'esprit, beaucoup de cerveaux qui réfléchissent. Et quand on regarde le contexte de la Nordstadt, cela nous amène à une longue histoire. Je vous rappelle la première convention qui a été signée en avril 2006 et toutes les communes avaient décidé à ce moment-là de coopérer plus étroitement et peu à peu. Cela a donné naissance à une idée. Ce que nous voulons faire, ce n'est pas simplement pour nous. Nous sommes une région qui croit et qui doit vouloir partager ces infrastructures parce que tout ce qui se passe autour de nous a une importance régionale. Et il faut prendre ses responsabilités. Toutes les études qui ont été faites au niveau de la Nordstadt au cours des dernières années, c'est-à-dire des master plans, des concepts de mobilité, SANO, qui est la zone industrielle, la consultation rémunérée de l'Axe, les études, concepts touristiques, d'ingénierie civile, etc., jusqu'à la société de développement Nordstadt, mais également des associations et des projets plus locaux. Donc beaucoup de réflexions qui donne lieu maintenant à un projet. L'aspect que nous avons rajouté l'année dernière et qui a peut-être entraîné une certaine confusion, c'est celui d'une participation citoyenne dans le cadre de la Nordstadt, où on disait voilà les difficultés, voilà ce que j'en attends, et par ailleurs le processus que constitue la vision territoriale Nordstadt lancé par le gouvernement. Mais c'est le ministre de l'Aménagement du Territoire qui va vous expliquer tout cela. Comment comprendre cela? Mais il s'agit en fait de deux principes, de deux voies qui ont été suivies. Une fois la région analysée ce qu'elle voulait faire, et une fois, pour l'ensemble du territoire du pays, l'aménagement du territoire pour préparer l'avenir. Nous tous, on y a réfléchi. Ce n'est pas moi à faire des commentaires maintenant, ex ante. À chacun de réfléchir. En tout cas, nous nous attendons et nous espérons un bon échange, une bonne discussion. Et je tiens à remercier le gouvernement
d'avoir pris l'initiative de ce plan directeur de l'aménagement du territoire, un document qui, depuis 2003, définit la vision territoriale du pays. Bien sûr, il faut renouveler cela. Ça va se faire l'année prochaine. 20 ans, c'est long. Et bien entendu, les priorités, les défis, le développement du pays doit être revu et réfléchi. Donc, il faut faire cela maintenant. On a ici ce soir la politique, les experts et les citoyens et voir ensemble comment voulons-nous que le pays se développe. Et puis, deuxième souci, le concept de mobilité que le ministre Bausch et ses équipes vont nous présenter. Et là, on entre dans le monde concret. Ce volet très très important de la mobilité qui nous embête tous les jours, d'ailleurs, avec des propositions novatrices qui nous sont proposées. Et en tout cas, nous, au Conseil communal et des échevins, on a déjà une réaction très positive. Maintenant, il s'agit de les mettre en musique. Alors ce soir, merci d'être là. Merci aussi d'être des multiplicateurs de ce que vous allez entendre. Et ceux qui sont intéressés à être sur place, eh bien, il y a encore 3 autres rendez-vous qui nous sont proposés. Les dates, les voici. À ma droite, c'est-à-dire vue de votre côté, à gauche. Donc 3 rendez-vous qui restent. Alors, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Jean-Paul. En fait, ce qui est important, si on veut faire avancer notre pays et cette région, c'est que l'on laisse de côté la politique partisane. Et ici, on a vraiment très très bien travaillé ensemble entre les 5 bourgmestres. Et la coopération est excellente. Nordstadt, cette idée de la Nordstadt est née, quand on regarde dans les livres, nous vient de M. Ries. Nous faisons et nous voulons un pendant au sud et au centre, la ville de Luxembourg. L'année dernière, on a fêté 20 ans Agora, donc Belleval, et c'est la volonté que d'avoir en plus du sud un développement moderne avec une université, avec des administrations, des commerces, des entreprises, en plus de ce dont on a besoin. Donc dans le sud, la sidérurgie. Il y avait là une volonté politique et l'État luxembourgeois il y a 1000 paquets, plusieurs milliards. Et la Nordstadt, je crois que ça fait depuis les années 70 qu'on en parle. Et soyons honnêtes, on a beaucoup traficoté, on a beaucoup fait de puzzles, mais sans lui donner vraiment de priorité. Du rafistolage. Et maintenant, voilà, on va positionner la priorité pour que la Nordstadt reçoive les investissements, les infrastructures dont elle a besoin pour qu'elle devienne ce que nous retrouvons dans tous les documents d'aménagement du territoire. Nous ne voulons pas simplement un développement autour de la capitale. Nous avons, grâce au projet Belleval, à donner un nouvel élan au sud du pays. Maintenant, il s'agit de mettre l'accent sur la Nordstadt et de lui donner un nouvel élan. Alors, quand on veut donner un élan à une région, il faut voir quels sont ses points forts. Et en fait, moi, je vois 2 points forts. D'une part, la nature. Il n'y a pas d'autre ville, me semble-t-il, avec tout le respect que je dois à la capitale et les villes du Sud, où le contexte naturel avec les versants, les fleuves, tout ça est magnifique. Et depuis le château de Bertrange
jusque la Sûre, l'Alzette, tout ce que nous pouvons à Ingeldorf, à Erpeldange-sur-Sûre jusqu'à Bettendorf, que tout cela devienne un seul grand parc avec une identité qui façonne la Nordstadt. Ça, c'est un point fort. Et la deuxième, et je le vois, grâce à la présence du directeur du lycée d'Ettelbruck. Deuxième, c'est l'enseignement. Il n'y a pas d'autre région au Luxembourg où la densité de l'enseignement est aussi forte que de l'offre de l'enseignement est aussi forte qu'ici. En plus, vous avez les deux cliniques. Et donc, que nous essayons de réfléchir plus loin et d'en faire une encre de la Nordstadt. Et puis, il y a des points faibles, surtout, je vois deux. C'est la circulation, les embouteillages, trop de voitures au centre d'Ettelbruck, trop de voitures au centre de Diekirch. Et pour aller de Bettendorf à Ettelbruck ou de Schieren à Diekirch, c'est fou le temps qu'on met. Et pourtant, ce n'est même pas une grande ville. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement heureux que François Bausch et ses équipes veuillent faire du concret maintenant. Et ce qu'ils vont vous présenter ce soir, c'est vraiment quelque chose de neuf, c'est-à-dire pas simplement le centre de Diekirch et de Ettelbruck, mais également trouver une solution sur l'axe central à Diekirch. On l'appelle rue d'Ettelbruck et Ettelbruck route de Diekirch, de créer du logement, du fait qu'on ne veut pas bétonner les versants. Nous n'avons pas de place pour du logement abordable. C'était ça, les difficultés que nous avions. Et maintenant, avec le nouveau concept de mobilité, nous allons créer de nouvelles possibilités sur cet axe. Et au niveau de l'aménagement du territoire, nous voulons sur l'axe Diekirch-Ettelbruck, la société de développement va concrétiser les plans avec un élément important, de nouveaux investissements qui ne doivent pas aller aux dépens des centres-villes, ce qui est important parce que tous les efforts que Jean-Paul et que le Conseil des échevins et le conseil communal a fait en attirant Ernst, les supermarchés, etc. Donc pour rendre les centres vivants de Diekirch et de Ettelbruck, cela doit être maintenu et voir ce que l'on peut ce dont on a besoin sur cet axe Ettelbruck-Diekirch. Nous avons également une convention, 800 000 € sur 3-5 ans, avec des petits projets. Et nous sommes tombés d'accord pour valoriser les produits locaux. Nous avons la foire agricole, le lycée agricole, la foire agricole et le lycée agricole. Donc, mettre l'accent là-dessus, valoriser tous ces beaux produits. Et dans les années à venir, nous allons essayer d'avoir des projets plus concrets. Et puis, on a une difficulté, l'avenue Salentini, avec bouchons et bouchons horribles quand l'ambulance se retrouve bloquée dans un embouteillage, les bus scolaires qui n'avancent pas, les jeunes qui sont en retard à l'école. Et voilà, donc plein d'idées et une discussion que nous allons avoir dans quelques instants. Merci, Monsieur le ministre Claude Turmes. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie et je me réjouis de pouvoir vous présenter les éléments de la vision territoriale Nordstadt 2035. Nous n'avons pas commencé à zéro. Non, la première étape a été franchie il y a un certain temps avec l'analyse de documents, que ce soit des documents externes de l'étranger. Nous avons vu un petit peu quelles étaient les meilleures pratiques à l'étranger, dans d'autres régions, comment est-ce que cela pourrait être
éventuellement transféré à une vision territoriale pour la Nordstadt, et puis analyse de documents nationaux, le guide de l'éco-urbanisme ou des manuels qui ont été élaborés au niveau régional, et puis bien sûr le niveau communal, comme l'a dit M. Scharf à l'instant, la vision 2030 pour Ettelbruck, et puis les PAG des 5 communes. Nous les avons analysés également pour voir quels sont les recoupements, les synergies possibles qui pourraient être intégrés dans la vision territoriale. Deuxième volet dans ce travail de base, cela a été de rechercher un processus de participation citoyenne. Peut-être que vous avez participé au premier processus, c'était avant l'été l'année dernière. Bon, tout a dû être réalisé en ligne en raison de la pandémie. Plus de 1000 personnes ont participé à une première enquête, un premier sondage pour voir quels sont les points forts, les points faibles de différentes thématiques. Et comme M. le ministre l'a dit dans son introduction, plusieurs éléments étaient cités, notamment la qualité de vie, l'environnement naturel. Ce sont des éléments qui ont été cités, qui étaient importants pour les participants. Et puis, oui, les espaces verts, les parcs ont été mentionnés. Et puis, la question des logements abordables, c'est un problème à l'échelle nationale, mais peut-être que l'axe central pourra jouer un rôle important. Et puis, bien sûr, toute la problématique de la circulation. Une deuxième enquête a été lancée au début de l'année, 600 participants. Et là, l'outil utilisé était un peu plus interactif. Les participants avaient la possibilité de dire, voilà tel endroit où j'aime passer du temps, voilà telle chose qui pourrait être réalisée, par exemple un parc ou une plage fluviale, des accents à mettre, par exemple, des pistes cyclables, des chemins piétonniers. Tous ces éléments ont été ensuite intégrés dans la vision territoriale, l'aménagement territorial. Donc, il s'agit d'une vision territoriale représentée à l'aide de cartes. Ici, vous voyez 4 cartes sur les visions thématiques. À gauche, l'évolution des logements, des quartiers résidentiels. Là, vous voyez les zones du PAG qui sont prévues. Ensuite, en haut à droite, le concept de mobilité. Là, ce seront les 7 éléments clés que vous allez découvrir ce soir au cours de la deuxième partie de cette soirée et qui sont intégrés dans la vision territoriale. En bas, les infrastructures, le tissu commercial, les infrastructures également, les écoles par exemple. Et puis au milieu, la vision thématique sur la nature et l'environnement. Et ce soir, nous allons présenter quelques éléments de cet environnement naturel. Et puis, le concept de la mobilité prévoit d'enlever cette circulation de transit pour améliorer la qualité de vie au centre-ville. Alors, tout sera intégré dans une vision territoriale globale, Nordstadt 2035. Ici, vous voyez une image et puis il y aura bien sûr toute une légende et des explications nécessaires. 9 objectifs clés. Donc, il y a l'aspect vert, mais également les liaisons, le fait d'être relié, la résilience également, le tourisme, les écoles. Maintenant, pour passer en revue les différents éléments, commençons par le grand espace naturel. On le voit ici sur l'image, on voit les zones, enfin les localités, le fleuve, vous voyez différents symboles ici sur le potentiel de développement et là il peut être possible donc de créer de nouveaux éléments. L'idée c'est de voir si ce sont des endroits qui doivent être laissés plutôt à l'état naturel, où donc la nature doit être prédominante, ou alors s'il y a des endroits où des activités culturelles
ou de détente pourraient être proposés. Et maintenant, la prochaine étape, ce sera d'élaborer un concept plus détaillé au niveau des communes. Et quand nous regardons, par exemple, les lieux dits qui se trouvent près du fleuve, il faudra bien sûr tenir compte des mesures de protection contre les crues. Pour vous donner un exemple, nous sommes ici à Bettendorf, entre Bettendorf et Bleesbreck, plus exactement. Donc c'est une zone assez plate ou plane. C'est là également que le lycée technique agricole a des terrains. L'idée, c'est par exemple de créer ici une piste cyclable, de la relier à la piste cyclable nationale. Des variantes sont en train d'être étudiées par l'administration des ponts et chaussées pour voir comment assurer cette liaison. Et à cet endroit, c'est intéressant d'intégrer ce qui existe déjà au lycée technique agricole dans la foire agricole. Donc, cela pourrait être une possibilité qui reste à définir dans une étape ultérieure. Même chose à Schirren, le château de Birtringen. Alors, l'on sait très bien que le site n'est plus public, mais malgré tout, il y a cette allée d'être roue et la commune de Schirren réfléchit à mettre en valeur cette allée. Vous voyez ici une vue aérienne de Schirren et là aussi une idée de laisser passer une piste cyclable le long du fleuve, prévoir des passages souterrains pour les piétons et puis à gauche de l'Alzette, des mesures de renaturation pourraient être mises en œuvre. Et oui, c'est un autre volet qui joue un rôle important pour cette thématique. Nous l'avons intitulé Masterplan Renaturation Nordstadt. Et si l'on essaye de mettre cela en place de manière cohérente, ça ne veut pas dire que chaque cours d'eau sera renaturé. Non, il faudra pondérer et voir ce qui est plus utile en tenant compte notamment de la protection contre les crues. Et il faudra voir également quels sont les plans de l'administration des eaux, voir également comment intervenir au niveau des berges. Autre thématique, toujours pour ce qui concerne les cours d'eau, c'est la mise en valeur des plans d'eau. Et là aussi, l'idée, c'est d'élaborer un concept touristique qui pourrait être intégré dans la vision territoriale. Alors, il s'agit d'identifier des endroits où l'on peut proposer quelque chose d'attrayant à côté des cours d'eau. Des espaces de détente notamment. Ensuite, dans la commune d'Erpeldange-sur-Sur, un élément a été souvent cité lors de la deuxième enquête. Il s'agit du site de Millevoog. Alors, il y a 50 ans, les gens allaient se baigner à la Millevoog. Et maintenant, l'on réfléchit si ce serait possible de relancer cela. Donc, l'idée de lancer une étude de faisabilité pour voir si cela pourrait être conforme aux différents règlements existants. Ensuite, autre thématique, ça a déjà été abordé, avoir plus d'espace vert à l'intérieur des villes et des localités. Nous avons appelé cela des oasis urbains, des petits parcs, des projets de jardinage citoyens pour créer de nouveaux espaces verts au sein des villes et des localités. Bon, il y a toujours une double finalité dans ce type de projet et la pandémie l'a montré, surtout dans les zones densément peuplées, les personnes qui vivent dans des appartements et n'ont pas de jardin. C'est important pour ces personnes-là que dans leur environnement proche, elles puissent avoir accès à des espaces où elles peuvent se détendre, nouer des contacts. Et puis, bien sûr que c'est intéressant pour s'adapter au changement climatique, notamment les villes qui deviennent de plus en plus chaudes en été. Donc, il y a également un volet résilience et adaptation
au changement climatique. Autre sujet, des parcs plutôt que des parkings. Surtout si l'on veut que les centres-villes ne soient plus dominés par les voitures. Vienne le montre bien ici à l'image. On voit ici qu'il y a certes quelques arbres de part et d'autre, mais surtout beaucoup de voitures. Et puis à droite, le même endroit à Vienne où l'on voit des enfants qui jouent et des personnes des jeunes ou dînent ensemble. Bien sûr, si les voitures sont enlevées de cet espace, elles doivent également être prises en compte et il faut prévoir quelque chose ailleurs. Ensuite, ici, Diekirch, là on a examiné les parkings, donc en bleu sur cette carte, en rose. Si par exemple on marchait, on faisait de la marche à pied du parking jusqu'au centre-ville, vous voyez ici combien de minutes il faudrait. Cela permet d'avoir également une certaine expérience de la ville, parce que ce sont tout de même des distances très courtes. Et puis ici à droite, le parking Goethals à Diekirch, voilà une simulation. Alors une partie de ce parking pourrait être réaménagée en aire de jeu. En fait, ce sont des choses à tester, à mettre en place également du mobilier urbain et voir comment c'est accueilli par le public. Alors, même principe à Ettelbruck. Alors, il y a un projet autour du cours d'eau également et peut-être d'autres places également. Des places, des endroits où les voitures sont encore dominantes et qui pourraient accueillir autre chose. Donc, la vision ne va pas tout fixer dans le marbre, mais va simplement donner quelques impulsions. Ensuite, l'arboretum près du lycée technique agricole, là aussi, il y a du potentiel. Bon, c'est un élément qui joue un rôle plus important pour l'environnement naturel. Et, oui, l'arboretum pourrait peut-être être ouvert au public. Cela permettrait d'avoir une zone de détente et de loisirs à proximité. Et puis peut-être une synergie avec la clinique pourrait être envisagée. Alors ici, un projet qui concerne Ettelbruck. Il s'agit du réaménagement du cours d'eau, donc promenade le long des berges. Et j'arrive déjà à ma dernière diapo. C'est ce que Monsieur le ministre a dit dans son introduction. Vous voyez ici en rouge les centres-villes de Diekirch, Ettelbruck et Erpeldange-sur-Sur. Et vous voyez ici cet axe central. Et sur la base des nouvelles idées telles que la mobilité, cet espace-ci sera examiné. Il y a également des espaces qui ont été identifiés comme zones de développement prioritaire et donc dans le cadre des logements abordables et voilà, et je vais donner la parole à Monsieur le ministre qui va nous parler du concept de mobilité. Merci. Voilà, merci Merci beaucoup pour cette présentation et de ma part aussi, je vous souhaite une excellente soirée. Et sans plus attendre, passons à ce que le bourgmestre avait appelé une phase plus concrète de projet. D'abord, en guise d'introduction, une explication. Le plan de mobilité 2035, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un plan sur lequel nous travaillons depuis quelques années déjà. D'une part, mon équipe au ministère, mais en coopération étroite avec les ponts et chaussées, les CFL, l'Uxtram, avec l'administration des transports publics. Donc, tous les acteurs de la mobilité travaillent main dans la main pour élaborer ce plan, plus un acteur privé, Schröder et associés. Et ensuite, pas mal d'études où nous avons fait appel même à des bureaux d'études étrangers. En 2017, j'ai présenté le programme MODU,
c'est-à-dire le concept théorique. Maintenant, il s'agit de le mettre en musique. Et un changement de paradigme qui avait été annoncé, c'est que nous avons dit que ces 10 dernières années, et même décennies, nous avons beaucoup développé le pays avec une économie dynamique et rapide dont nous avons tous bénéficié, mais qu'en fait, ce développement, on l'a laissé courir. Et l'urbanisme, la planification des villes, la mobilité, au fait, n'a pas été analysé ex ante, mais plutôt ex post. On a essayé de résoudre les problèmes par des sparadraps au lieu de faire vraiment de la planification. Et ça, on a dit qu'il fallait que ça change et qu'il fallait enfin que nous anticipions les situations. Et c'est la raison pour laquelle on a cet horizon 2035. À quoi ressemblera le pays en 2035? Quelle sera la dynamique de l'économie? Où est-ce que la démographie va croissante? Qu'est-ce que cela va entraîner? Qu'est-ce qu'il nous faut comme infrastructure à créer pour que nous puissions garantir une véritable mobilité? Ce que nous vous montrons ce soir, au fait, c'est une partie de ce plan. C'était terminé depuis un certain temps, mais avec cette vision territoriale et le développement de la Nordstadt, nous voulions vous présenter cela ensemble. Ce que nous vous montrons dans un instant, ce sera inscrit dans la stratégie nationale. Cela s'inscrit avec d'autres projets dans le pays et à ce moment-là, prendront tout leur sens. Mais pour la région et pour le nord du pays et la Nordstadt, ceci est vraiment un pas de géant qualitatif lorsque ce sera réalisé. 3 principes ici. Vous les voyez ici. D'abord, les transports en commun, c'est-à-dire que nous essayerons de faire en sorte que le transport en commun soit organisé de telle sorte que, quel que soit le point de départ, on ne doive changer de moyen de transport qu'une seule fois. Donc, avec au plus un seul transportement. Alors, les transports en commun, même pour ceux qui vont travailler dans la capitale, va devenir plus attrayant. Le deuxième élément, c'est l'agglomération qui est touchée ici, le transport individuel non motorisé, c'est-à-dire le vélo, par exemple, la marche, tout ce qui est possibilité de se mouvoir et faire de courtes distances. Pourquoi est-ce qu'on met l'accent là-dessus? On va le voir en janvier, par exemple, lorsqu'on viendra vous présenter le PNM, où on publiera des données structurelles. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'au Luxembourg, 40% des transports individuels non motorisés concernent des trajets de moins de 5 km. On le sait, jusqu'à 5 km, la voiture n'a pas été inventée avec je ne sais combien de PS pour faire 5 km et moins. Donc il y a un énorme potentiel pour faire de courtes distances à vélo ou pourquoi pas à pied. Surtout avec les vélos que l'on a, avec l'assistance électrique, c'est encore plus simple que jadis. Et puis cela part du principe qu'il doit y avoir une infrastructure qui est sûre, qui est accessible et sympathique, qu'on n'ait pas peur. Ensuite, le transport individuel motorisé. En fait, ce qui est important, et vous allez le voir, il faut que tout soit conçu de telle sorte que dans son noyau, la ville soit apaisée, avec une forte qualité de vie, mais il faut à l'intérieur de la Nordstadt pouvoir se mouvoir en voiture. Si vous voulez aller au Cactus, par exemple, vous avez la garantie, bien entendu, de pouvoir faire ce trajet en voiture. Mais si nous voulons éviter qu'à l'avenir, quand on aura les bonnes infrastructures, celles qu'on va vous présenter, s'il y a encore beaucoup
de transit à travers le centre. Alors, il faudra agir différemment, par exemple avec les contournements de proximité qu'on va vous montrer. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons un effet dissuasif pour aller faire un transit par le centre-ville. On va l'encourager, donc, cet automobiliste à emprunter le contournement de proximité. Voilà les trois grands principes qui régissent ce principe, cette philosophie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en clair? Eh bien, Marc Ries va vous les présenter. Marc Ries représente ici les ponts et chaussées. C'est lui qui est responsable pour la région. Et je lui donne la parole. Marc. Merci, ministre. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir. Je vais vous présenter maintenant le concept de la mobilité pour la Nordstadt. Ce concept de mobilité est composé de 7 éléments clés qui sont énumérés ici à l'écran. Je vais les passer en revue rapidement. Le vélo expressway, la piste cyclable express ou primaire, le contournement de proximité d'Ettelbruck, ensuite la mise à 2 fois 2 voies de la B7 à partir d'Ettelbruck jusqu'au giratoire Friedhof. 4e élément clé, le contournement de proximité de Diekirch. Et puis, 5e, l'élément clé, la pièce maîtresse, le pôle d'échange Erpeldange-sur-Sur où une nouvelle gare sera aménagée. 6e, déplacement de la voie ferrée avec nouvel arrêt Ingeldorf et une nouvelle desserte routière à Ingeldorf le long du Goldknapp. Et 7e élément, axe central pour l'être humain, pour le bus, pas pour les voitures, un axe central apaisé. Disons. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Premier élément clé, le réseau cyclable structurant. Aujourd'hui, le vélo n'est plus un mode de transport que l'on utilise simplement le week-end ou dans un but touristique. Non, un grand nombre de distances peuvent être parcourues en vélo et cette région s'y prête bien. Le long de la vallée de la Sûre, de l'Alsace, il y a des espaces qui sont assez plats et beaucoup de liaisons sont possibles, beaucoup de trajets pourraient être effectués à vélo. Et pour cela, il faut également mettre en place un réseau, tout comme pour les voitures, un réseau de national, de CR, de voies rapides. Donc l'idée, c'est de créer un réseau cyclable structuré où il y a des voies plus rapides et un réseau qui permet d'accéder partout, jusqu'à chaque porte, jusqu'à chaque maison, plutôt jusqu'à chaque commerce, donc pour avoir la même accessibilité qu'avec la voiture. Donc, premier élément, le vélo expressway, c'est un petit peu comme l'autoroute pour les vélos. Vous le voyez en tiré sur cette carte. Donc, vous voyez le tracé le long de la voie ferrée jusqu'à Ettelbruck, qui permet ainsi de desservir le quartier de la gare. Et puis, on continue le long de la Sûre, en passant Ingeldorf, Gilsdorf jusqu'à Möstroff. Et bien sûr, les pistes cyclables nationales seront raccordées à cette voie express pour le vélo. Vous les voyez ici à l'écran, la PC5 qui vient de la vallée de l'Ernst, de Junglinster. Donc, cette piste cyclable permet d'aller jusqu'à Junglinster. Ensuite, la piste cyclable V22 jusqu'à Tandel, jusqu'à Hosingen. Ensuite, la piste cyclable 7 qui sera construite dans le cadre de la sécurisation de la N7. Et donc là, il y aura une piste cyclable continue jusqu'à Weiswampach. Et puis la piste cyclable 21, direction Völen, et plus loin, en remontant la vallée de la Sûre, en théorie jusqu'aux Pays-Bas.
Alors, bien sûr, nous n'imaginons pas que quelqu'un prenne le vélo pour venir de Weiswamper jusqu'ici. Mais pour des petits trajets, un point A, un point B, ça peut être intéressant de prendre le vélo et d'avoir accès à chaque maison, à chaque commerce. Oui, quelques mesures peuvent être réalisées à court terme. Nous sommes ici du côté droit de la Sûre, c'est l'image à gauche. Bon, il manque encore des liaisons pour pouvoir accorder, par exemple, Engeldorf. Et l'idée, c'est d'aménager 2 nouveaux ponts pour créer ces liaisons et pour relier cette piste vélo rapide au quartier résidentiel. Et puis nous connaissons également la situation de la Sûre, les risques de crue, bien sûr, et nous voulons une voie express qui soit praticable 365 jours par an, et donc y compris en situation de crue. 3 autres éléments clés, 2, 3 et 4. Vous les voyez ici à droite, le contournement de proximité d'Ettelbruck. Nous parlons de manière consciente de contournement de proximité. Auparavant, l'on parlait de contournement. On pensait qu'il fallait faire un contournement qui soit aménagé loin de la ville d'Ettelbruck pour les autres, pour des gens qui venaient de loin, qui ne voulaient pas venir nécessairement à Ettelbruck, mais qui voulaient tout simplement venir dans la région. C'était le passé. Aujourd'hui, nous voulons construire un contournement de proximité. Pourquoi? Parce que nous voulons que ce contournement de proximité puisse être utilisé par les habitants de cette région qui veulent aller d'un point A à B pour qu'il ne soit plus nécessaire de se débrouiller à partir dans les petites ruelles d'Ettelbruck, de Diekirch, mais de pouvoir emprunter ce contournement de proximité pour aller de A à B. Donc c'est un contournement pas simplement pour les autres, mais surtout pour les personnes qui vivent ici et qui pourront ainsi accéder rapidement d'un point A à B ou d'un quartier à un autre. Donc, le contournement de proximité, c'est un élément. L'autre élément important, c'est la mise à 2 fois 2 voies ou mise à 4 voies de la B7 entre Schirren et Friedhof. C'est l'axe principal qui doit fonctionner jour et nuit. Il faut que le trafic y soit fluide parce que cet axe est intéressant s'il n'y a pas d'embouteillage. Il doit donc permettre de relier rapidement les différents quartiers. Élément 4, contournement de proximité de Diekirch. Là aussi, la philosophie est la même. Nous ne voulons pas un contournement aménagé loin de Diekirch. Non, nous voulons un contournement qui puisse être utilisé par les habitants de Diekirch. Donc, encore une fois, un contournement de proximité pour qu'il soit possible de passer d'un quartier à l'autre en empruntant ce contournement. Et bien sûr, il y aura différents points d'accès pour ce contournement et tout sera accessible en voiture comme aujourd'hui. Donc vous pouvez être certain, vous aurez la même accessibilité en voiture qu'aujourd'hui. Vous aurez accès à tous les supermarchés, restaurants, adresses. Tout le monde à l'avenir pourra également bien sûr accéder à son garage. Prochaine diapo. Regardons encore une fois les flux. Je prends ici l'exemple de quelqu'un qui viendrait de Schirren. Alors regardons le contournement de proximité d'Ettelbruck qui commence ici en bas où se trouvait l'ancienne usine de cigarettes le long de l'abattoir, de l'ancien abattoir. On arrive à la rue de Bastogne. Et ce qui est nouveau dans ce contournement de proximité d'Ettelbruck, ce qui ne
figurait pas dans les plans antérieurs, c'est que nous recherchons ici une liaison vers l'avenue Salentini pour raccorder le centre hospitalier, les lycées, Varken. Donc, quelqu'un qui viendrait de Schieren, à l'avenir, il ne devrait plus se débrouiller à Ettelbruck, mais il prendra simplement le contournement prendra la rue de Bastogne et passera par le tunnel et puis arrivera jusqu'au centre hospitalier sans avoir dû passer par Ettelbruck. C'est pas comme ce n'était pas joli à Ettelbruck, mais le contournement permettra d'accéder plus rapidement à ces différentes zones. Autre exemple, quelqu'un qui viendrait de Veulen prend la rue de Bastogne, arrive à un croisement et puis se dit alors à gauche pour aller au centre hospitalier ou avenue Salentini au lycée, voire à Varken, ou alors je prends le contournement, j'arrive à la B7 qui permet d'accéder à Luxembourgville ou Fruthof, voire au Deich. Donc tout sera accessible. Même chose pour Diekirch. Si l'on vient de La Rochette, là aussi, on peut accéder au contournement de proximité, accéder à chaque quartier. Donc, l'on peut se rendre à Blaise, à Frithaf et au milieu à Erpeldange. Vous voyez qu'il est possible d'accéder au supermarché, à Ingeldorf. En fait, tout est possible. Alors, un voyage virtuel. Voyons ce contournement de proximité. Pour vous situer à gauche, le point C, c'est l'ancien site de l'usine de cigarettes où se trouve la zone artisanale et l'abattoir. Donc, le contournement de proximité commence à ce point. Donc, la ligne en bleu, il s'agit en fait d'un pont qui passe le long de l'abattoir, et puis en rouge, c'est un tunnel. Donc là, nous passons à travers la colline. Nous arrivons à nouveau à un tronçon en bleu, un petit viaduc pour continuer, et puis à nouveau en rouge, le tunnel et la rue de Bastogne. Alors, au point B, rue de Bastogne, on peut donc emprunter le tunnel et arriver à Varken, accéder à l'avenue Salentini et donc avoir accès au lycée. Et cette zone est ainsi desservie. Si l'on vient de Varken, on peut emprunter le tunnel le long de la rue de Bastogne, continuer en empruntant le tunnel et on arrive déjà sur ce site de l'ancienne usine à cigarettes sans avoir dû passer par le centre d'Ettelbruck. Bien sûr, ce contournement de proximité devra encore faire l'objet de nombreuses discussions au niveau communal et permettra de multiples possibilités pour les communes qui pourront aménager leur quartier, réfléchir où aménager la circulation. Alors, le bureau Pacte a déjà donné quelques éléments. Nous aussi, nous avons réfléchi à des possibilités. Längst gar keine Luftschlösser. Ganz neue Möglichkeiten bestehen als Erdenbreck, zum Beispiel bei der Schule. Und in Zukunft auch kein so ausgesehen. Und dann haben wir den Auto seinen Platz. Conclusion, c'est l'homme qui est au centre de tout cela et plus la voiture.
Eh bien voilà, nous revenons au quatrième élément clé du concept, le contournement de proximité de Diekirch. Alors, ce que vous voyez en haut au milieu, c'est le Heeresbierg, donc la cité militaire. Et Diekirch, on a l'habitude de faire le tour. Le contournement de proximité commence à gauche, au point A, tunnel sous le Heeresbierg, en rouge donc le tunnel, et on passe sous la rue qui monte au Heeresbierg et on arrive au point B, la Clec, où il y a différentes variantes qui sont possibles que nous sommes en train d'étudier. Et puis on continue, on a un pont sur la Sûre et au point C, ceux qui s'y connaissent, eh bien c'est là qu'il y a un grand dépôt des chaussées qu'on traverserait et on arriverait à la rue Merton à Diekirch pour relier à ce moment-là la N15. Un tel contournement de proximité permettra à Diekirch de nouveaux aménagements. La N7 entre Diekirch et Ingeldorf, on pourra réaménager cet endroit ainsi que la gare, des zones de rencontre, le train au fond, la gare est maintenue. La N7, l'ancienne piscine, la N7 où nous espérons qu'il n'y aura plus 20 000 voitures qui vont passer par là, mais où l'être humain, une fois de plus, aura sa place. Éléments clés 5 et 6. En haut de cette image, vous voyez le réseau ferroviaire entre les deux gares de Ettelbruck et Diekirch. Vous voyez des X, ce sont les barrières, les passages à niveau qui existent actuellement, 5 en nombre qui fonctionnent actuellement. Donc là aussi, nous avons la volonté de les éliminer, de les supprimer, parce que c'est toujours un problème de sécurité. Le problème ici, c'est qu'elle saucissonne en quelque sorte les quartiers. C'est difficile de passer d'un côté à l'autre. On ne peut passer qu'au passage à niveau. Mais il faut en fait accepter de faire de grands détours. Et puis pour les enfants, ce n'est pas l'idéal. Et puis, il y a une barrière, on ne peut pas passer, elle est fermée. Alors, ce que nous voulons faire, c'est d'urbaniser cette surface où tout puisse être ouvert direction la Sûre, où on pourra, à pied, à vélo, passer vers la Sûre sans élément de séparation. Et l'idée, c'est de supprimer donc les passages à niveau. Nous voulons, dans le temps, on pensait éliminer ce rail, mais nous ne voulons pas le faire, non, plus maintenant. Le rail a son rôle à jouer dans la Nordstadt, et c'est un rôle important. On va renforcer ce rôle, on va rajouter d'ailleurs 2 arrêts à Ingeldorf et à Erpeldange, avec un pôle d'échange à la N7, pôle d'échange avec un parking couvert, et on aura directement une liaison vers la capitale, ou alors on aura le bus qui permettra d'aller où l'on veut dans cette région et qui délestera l'axe entre
Ettelbruck et Diekirch. Mais il y aura également une belle cadence ferroviaire entre les deux villes. Et pôle d'échange veut dire vélo également, le chemin express, le réseau cyclable structurant, possible de prendre le vélo. Ce sera possible de tout regagner depuis là. Pôle d'échange, voici au fond la B7, un axe important où on aura une nouvelle gare, un parking couvert avec les surfaces que l'on pourra utiliser. On pourra créer de l'emploi proche des moyens de transport, que ce soit la voiture, le train, le bus ou la bicyclette. Tout est concentré ici et c'est des emplois et du commerce que l'on veut créer ici. Voilà à quoi cela pourrait ressembler à l'avenir. Donc, le pôle d'échange d'Erpeldange. Le concept de mobilité pour Erpeldange donnera plein de nouvelles possibilités pour cette urbanisation, le centre, le château, la route nationale, dont le rôle sera bien moindre, où on peut prévoir une belle urbanisation avec des bistrots, des commerces et de l'espace partagé, comme vous le voyez ici. Tout cela est imaginable. Où l'accent sera mis sur l'être humain. Le pôle d'échange. Et ici, où nous voulons créer de l'emploi avec de bonnes liaisons avec le train, le bus, pour se rendre où l'on veut. Voici le 7e élément clé de ce concept de mobilité. Pour rappel, en haut à droite, le filtre modal. Je vais utiliser ce terme, cette expression plusieurs fois, donc j'explique. Qu'est-ce qu'un filtre modal? C'est au fait un endroit où on ne permettra pas la circulation de tous les modes de transport en verre, à pied, vélo. On peut aller d'un endroit à l'autre sans problème. Le bus, les services d'urgence, CG10, comme on les appelle maintenant, peuvent passer sans problème. Mais, par exemple, la voiture ne passera pas par le centre, doit peut-être faire un petit détour, mais arrivera de partout, vers partout, comme maintenant. Donc, on ne supprime pas la voiture individuelle, mais il faudra peut-être faire un petit détour. Choisir un autre chemin. Alors, on a superposé tout ici en tiret noir. Le rail, on le met au bord du Goldknapp, en bas, au long de ce que vous voyez ici, ce qui nous donne un bel espace d'aménagement. On aura de la place sans barrière vers l'Assur. En bleu, vous voyez le réseau routier, la N7. On va la déplacer avec le rail et ainsi on pourra aller dans tous les quartiers de maison à maison, exactement comme maintenant. Mais à l'avenir, ce ne sera plus pour traverser Diekirch, mais vous le voyez à droite, avec un grand parking relais, avec d'autres moyens de transport qui sont présentés et le bus vous permet encore d'aller partout, idem bien sûr à pied et à vélo. Et vous pouvez emprunter le contournement de proximité pour
aller en voiture de là d'où vous voulez, jusqu'où vous voulez. Et au fait, le boulevard, l'axe a été maintenu, mais à l'avenir, il ne servira plus à la voiture, mais pour l'être humain et le bus. Vous voyez, le bus peut emprunter cela parce que la liaison Diekirch reste ouverte au bus. Et en bas, à droite, en vert, pardon, vous avez le réseau cyclable express le long de la Sûre. Et l'idée étant que le long de la Sûre, Marc l'a déjà indiqué, eh bien, de renaturer en partie la Sûre, d'en faire une zone de loisirs avec des parcs. Avec des marais, par exemple, avec des lieux vraiment où on se sentira bien. Voici la N7 dans son état actuel. Au départ, on pensait en faire donc un boulevard urbain, 35 mètres. Vous voyez à droite 2 voies pour le bus, 2 voies pour la voiture, donc beaucoup de béton. Au milieu, le rail. Ça aussi, c'est une barrière. La rue est une barrière et de l'autre côté, il y a encore une rue. Donc, pas moyen de traverser tout ce béton, il faut faire un grand détour. Et ça, c'est quelque chose que nous voulons absolument changer. C'est la raison pour laquelle nous mettons le rail et la voiture vers le versant pour que l'on ait plus de moyens de bouger, de se retrouver l'un et l'autre. Alors, je ne sais pas ce que vous imaginez maintenant, mais je vais vous montrer ce que nous imaginons. Ça, c'est l'état actuel. Et voilà ce que nous espérons. Un axe central exactement le même, mais qui ne soit plus réservé à la voiture, mais à l'être humain. Vous voyez, on a le vélo, on peut aller de Diekirch à Ettelbruck, on peut avoir des lieux de rencontre. On a bien vu pendant la pandémie et le confinement qu'on a besoin de sortir, de pouvoir se rencontrer dans la nature. On peut s'asseoir sur un banc et se reposer un instant. Et c'est ce que nous recherchons ici, dans cet axe entre Engeldorf, Diekirch. Petite vidéo. Tout est vert et c'est important que l'on puisse aller d'un endroit vert à l'autre avec de nouveaux ponts. Piste cyclable le long de la Sûre, que l'on puisse utiliser 365 jours par an, qu'on puisse aller jusqu'au Goldknapp pour avoir là une zone de détente, un axe central qui n'est plus destiné à la voiture, 20 000 voitures par jour maintenant, ce ne sera plus le cas. Mais une zone de rencontre. Voilà, j'en ai terminé. Je n'ai pas de 8e élément clé. C'est fini. Alors j'espère que mes explications ont été bonnes et suffisantes et je suis là pour répondre à vos questions. Voilà, je veux de Marc Ries. Merci à Marc Ries pour sa présentation détaillée et très claire, comme toujours. Je proposerai d'engager la discussion maintenant. Vous voyez qu'il y a des micros à gauche et à droite. Et si vous souhaitez intervenir, je vous prierai d'utiliser les micros
C'est important pour l'interprétation, pour que les interprètes puissent entendre vos questions et pour que tous ceux qui nous suivent de loin peuvent nous suivre. Voilà, c'est à vous. Je crois que vous êtes tous un tout petit peu dépassés par la quantité d'informations. Oui, monsieur. Et une autre demande d'intervention ici également. Voilà, dan ging ich proposeren. Alors, monsieur, vous êtes arrivé en premier, près du micro. Normalement, c'est toujours honneur aux dames, mais je vois que monsieur est déjà installé. Très bien. Combien est-ce que ça va coûter tout cela? Die kommt direkt mit den richtigen. Vous posez tout de suite les questions pertinentes. Bon, je vais vous donner un montant, mais bien sûr, ce n'est qu'une estimation, parce que nous ne sommes pas encore au niveau de l'avant-projet sommaire. Il y a toute une série d'études de détail qui doivent être faites. En tout cas, pour les 7 éléments que vous venez de voir à l'écran, nous arrivons à un montant d'environ 1,2 milliard d'euros. Et puis, en plus de cela, il y a des projets qui sont en cours de réalisation pour une valeur de 500 millions d'euros qui ont déjà été approuvés, la gare de Telbruck ou d'autres projets. Donc, vous voyez que pour la Nordstadt, d'ici 2035, nous voulons investir 1,7 milliard d'euros pour aménager autrement la Nordstadt. Et d'autres projets qui vont... Et en fait, quand sera-t-il des arbres qui vont disparaître et de l'eau? Est-ce qu'on ne risque pas qu'il y ait davantage de crues? Vous voulez dire l'ancienne A7? Alors, il y a 3 ans, des travaux de rénovation étaient faits. Non, la 7 ne va pas disparaître. Non, vous voulez dire la N7, pardon, excusez-moi. La N7. Oui, c'est cela. Oui, peut-être que Marc pourra intervenir. Combien est-ce que cela a coûté, la N7? Claude parlera de l'eau et des crues. Alors, le plus important, c'est l'espace routier, les 2 contournements de proximité et l'extension de la N7 d'Ettelbruck par la B. Ce projet de la B7 a déjà été adopté, le chantier sera bientôt lancé. Finaliser la 7 jusqu'à Ettelbruck et puis d'Ettelbruck à Friedhof, ce n'était pas prévu. Le passage de 2 fois 2 voies. Mais c'est important, parce que sinon tout ceci ne peut pas fonctionner. Ensuite, le deuxième contournement de proximité. Alors, il y a des conditions à créer pour que cet aménagement soit possible. Bon, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ça a été fait dans le passé était vain ou non? Je ne pense pas. Bon, ici, de toute façon, c'est une vision à l'horizon 2035. Nous sommes en 2021, donc c'est une vision d'ici 14 ans. Donc, on ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas dire que tous les investissements jusqu'à présent ont été vains ou inutiles. Mais peut-être que Marc peut compléter. Comme Monsieur le ministre vient de le dire, la N7 que nous avons réaménagée, avant d'envisager d'y intégrer un filtre modal, il faut tout d'abord que le réseau que nous venons de présenter fonctionne. Donc il faut qu'un contournement de proximité, ou que 2 contournements de proximité fonctionnent à Diekirch et Ettelbruck. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pouvons dire que nous pouvons mettre en place un filtre modal pour que les voitures n'aient plus un accès direct. Donc cet investissement était nécessaire de par le passé. Nous aurons encore besoin de cette N7, parce qu'il y a tout de même beaucoup de voitures qui empruntent cette axe. Et donc cet investissement n'était pas vain. C'était un peu plus que 6 millions pour réaménager cette N7.
C'était des travaux nécessaires. Monsieur Turmes, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose à propos de l'eau? Alors, l'idée de ce parc naturel, de ce grand ensemble, doit tenir compte des mesures pour la protection contre les crues. Après les crues dramatiques que nous avons vécues cet été, je me suis rendue à Ingeldorf avec Carole Dirschbourg. Nous avons discuté avec le collège Eschwinal d'Ingeldorf et les habitants d'Ingeldorf ont vraiment eu de la chance. Si ça avait été 10-15 cm plus haut, ça aurait été très très difficile. Ils auraient probablement dû être évacués. D'autre part, nous devons remercier M. Rassel, l'ancien bourgmestre d'Ingeldorf, qui s'est beaucoup investi pour construire ce mur, pour aménager les terrains de certaine manière. Le fait que les phénomènes aient été tellement extrêmes et le fait que les habitants d'Ingeldorf n'aient pas dû être évacués, c'est dû au mérite de M. Rassel et de tous ceux qui ont mis en œuvre ces mesures. En 1993, l'administration des eaux a réalisé des études très détaillées. Ingeldorf a été mis en œuvre, d'autres plans n'ont pas été mis en œuvre, à Gilsdorf notamment, et ils étaient mécontents, ils étaient sous l'eau parce que à la Kirlbach, dès 1993, il avait déjà été prévu des mesures qui ont été mises en œuvre ailleurs, avenue Salentini, entre autres. Je pense au bassin de rétention. Et au cours des prochains jours, ces mesures seront mises en œuvre qui sont déjà prévues depuis 1993. Donc, ce projet sera lancé sur la Kirlbach au cours de l'hiver. Et puis, sur la base des mesures adoptées en 1993, il faudra voir quelles mesures doivent encore réaliser. Et en plus de cela, parce que nous remarquons que les précipitations sont plus fortes en raison des changements climatiques, nous devons donc voir s'il y a d'autres endroits, notamment à Erpeldange, entre Erpeldange et le rond-point, où au rond-point, il y a de grandes prairies, et là où l'Alzette et la Sûre confluent, il faut voir si donc à certains endroits, il faut adopter des mesures, conclure des contrats avec les agriculteurs pour protéger davantage Ingeldorf et donc pour que tout cela soit compatible avec la protection contre les crues. Cette étude sera lancée par l'administration de l'eau et je pense que Pont et Chaussées sont impliquants également et la Société de développement de la Nordstad également. Donc il s'agira donc de voir ce qui pourra être aménagé pour combiner protection contre les crues, aménagement urbain et espace de loisirs et de détente de proximité. Les arbres le long des appartements, ils ne tiennent pas plus que 25 ans. Ces arbres sont malades. C'est un problème au niveau des racines. Les racines s'asphyxient. J'ai été jardinier, je sais de quoi je parle. J'ai travaillé longtemps à la commune et je l'ai vu très souvent. Des arbres sont aménagés et puis 10 à 15 ans plus tard, ils dépérissent parce qu'ils s'achètent, ils s'asphyxient. Acoustiquement, je parle des nouveaux arbres qui seront plantés le long de la N7. Ce sont des arbres qui tiennent à peine 25 ans. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'en ai même planté à l'époque où je travaillais pour la commune. Et je ne pense pas que ces arbres puissent tenir longtemps, alors ils sont remplacés. Cela coûte à nouveau des millions. Non, il faut remettre de l'ordre dans nos forêts et ne pas construire autant. Ça aurait beaucoup plus de sens que ceci.
Parce que s'il y a tellement de travaux de construction, même les cuves de rétention n'y changeront rien. Il y aura tellement de tonnes d'eau. Où est-ce que cette eau va s'écouler? C'est une question que je me pose. Alors, si vous me donnez une chance, je vais essayer de répondre. Alors, nous avons vu maintenant des images. Ah, est-ce que moi aussi je peux dire quelque chose? Ça fait 10 minutes que j'attends pour poser ma question. Tout le monde aura le droit d'intervention dans le public. Oui, je comprends. Alors, comment faire? Vous pouvez répondre au monsieur, puis je poserai ma question. Si vous m'aviez donné la parole, je lui aurais déjà... Les arbres que vous voyez ici, nous ne savons pas encore exactement quelles essences seront plantées et quel sera l'aménagement vert. Ce sera vu plus tard dans le détail. Et oui, nous allons planter des arbres qui ne coûtent non pas des millions, mais qui pourront vivre sur ces sites pendant très longtemps. Alors, accordons une chance à tout ceci. Ce sont des espaces verts qui sont prévus parce qu'il est important d'avoir des espaces verts dans un espace urbain. Vous avez raison de dire on ne peut pas tout bétonner, il faut prévoir des espaces verts dans des zones urbaines. Je vous prie de m'excuser de vous avoir coupé la parole. Je suis aussi en faveur de la nature. J'ai une question à propos du contournement de proximité de Telbruck. Nous avons vu beaucoup de choses à propos de Diekirch, mais nous n'avons pas vraiment vu suffisamment de détails du contournement de Telbruck. Est-ce que vous pourriez nous donner encore un peu plus de détails parce qu'il irait alors de Schieren, un tunnel jusqu'à Veulen. Donc avant Veulen, un pont est prévu et puis le tunnel continue jusqu'à Varken. La question que je me pose, c'est la suivante. Nous vivons en haut, dans la cité. C'est une cité où il y a eu des glissements de terrain par le passé. C'est une cité où il y a beaucoup de précipitations, donc beaucoup d'eau qui vient de Veulen. Est-ce qu'une étude a déjà été réalisée par l'administration de l'eau? Est-ce que la commune de Telbruck a maintenant une station de rétention ou de récupération d'eau? Alors au départ, on pensait que 20 mètres cubes seraient nécessaires, maintenant 40. Donc quelle est la structure de cette colline également? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que nous habitons sur ce site. Donc un tunnel sera aménagé. À quelle profondeur sera-t-il construit? Donc ce sont des questions que je me pose. Merci. Je vais m'asseoir. Hein? Vous pouvez répondre même quand je suis... Non, je vais aller m'asseoir. Mais allez vous asseoir et j'attends. J'attends que vous soyez assise parce que vous étiez debout pendant longtemps maintenant. Je commencerai mes explications lorsque vous serez installés. Alors, le tracé, au point B, pour ceux qui connaissent la région, il y a un garage Nissan ou Citroën, n'est-ce pas? C'est à peu près là. C'est au niveau de la N15 qui va direction Veulen, où on passe au tunnel et où on descend vers Varken. Là maintenant, c'est une ligne sur une carte, mais bien sûr, on a déjà parlé avec des géologues, avec des spécialistes, ceux de l'administration des eaux, on a parlé principes, mais on n'a pas encore fait d'études approfondies. Alors, on a soulevé des thématiques, il faut les analyser maintenant. Si on avait déjà réponse à tout, nous ferions une soumission demain et on commencerait à construire. Maintenant, nous avons un concept et puis il faut approfondir l'étude. Nous sommes déjà en train d'analyser cela en profondeur. Bien sûr, nous avons déjà abordé les thématiques avec les administrations. Je sais qu'il y a
de l'eau, il y a des sources d'eau potable. À Diekirch, on nous avait posé la même question. Le tunnel, au fait, c'est une conduite, c'est un tuyau fermé qui n'a aucune influence. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. L'eau peut être tout autour et on va rester dans des couches géologiques qui sont denses. Donc pas de percolation. Bien sûr, il faudra faire des études géologiques. Des mesures de stabilisation seront certainement nécessaires, mais je ne vois pas de risque pour le quartier qui se trouve au-dessus. Hors micro, malheureusement. Alors, il faudrait que je sache exactement où vous vivez. Alors, bien sûr, au début du tunnel, on sera peut-être 15 mètres en dessous des résidences et à d'autres endroits 40 mètres. On passe de la N5 jusqu'à la vallée de la Varque. Oui, je vous en prie. Malheureusement, vous devez aller vers le micro. Au deuxième rang, il y avait un monsieur encore. Vous n'avez pas de questions? Plus? D'accord. J'ai une question concernant le contournement de proximité. Si j'ai bien compris, le Fehlerdelchen, la petite vallée, sera fermée. C'est une route communale qui est ouverte maintenant. Je connais bien cette région. C'est une petite rue de transit. Alors, si on descend la N15, qu'on va vers Varken pour rejoindre le centre hospitalier, alors on pourrait discuter avec les communes pour voir si on donne une autre affectation à ce chemin ou à cette rue. Parce que tous les jours, il y a 2000 voitures qui passent. Alors si j'imagine que cette route soit fermée, les 2000 voitures repasseraient en haut de Fehlen vers la route de Bastogne. Actuellement, il y a énormément de bouchons. Si on y rajoute les 2000, à ce moment-là, le bouchon arrivera jusqu'à Fehlen. Le réseau national, les autoroutes, les CR, les routes nationales, nous, on veut que ce sont nos routes qui soient utilisées et pas les routes de quartier. Et on essaye de construire de telle sorte que ça fonctionne. Alors, si on rendait notre route aussi attrayante que plus personne ne passe par le quartier de Varken ou de Fehlen, là où il y a l'école également, eh bien, qu'on utilise la N5. Et parce que nos routes ne doivent pas être encombrées. Mais puis, il ne faut pas oublier une chose. Lorsque le concept sera réalisé, le réseau routier, plus ferroviaire, etc., cela aura un énorme impact sur la circulation. Alors il faut le voir dans le contexte d'autres projets, parce que ceci est inscrit déjà dans d'autres projets nationaux. Donc on ne peut pas prendre un seul élément sans tenir compte de tous les autres éléments, parce que nous partons du principe que nous aurons une autre situation de la circulation, ce qui est notre objectif. On ne peut pas vraiment dire telle est la densité de telle route, etc. Pas pour l'instant, ce n'est pas possible. Monsieur Lai, pardon, le monsieur ici devant. Oui, je vous en prie.
Vous aussi, madame ou monsieur, vous avez une question? Alors, allez-y. Le contournement de proximité est très bien, je ne peux que l'applaudir. Mais quand je vois tous les tunnels qui doivent être construits, hormis le problème de l'eau, déjà aujourd'hui, nous sommes dans des embouteillages lorsqu'il y a des maintenances de tunnels. Alors, en parallèle des tunnels, vous n'allez pas construire une route. Parce que si le tunnel de la 7 est fermé, ça donne lieu à des bouchons. Et à ce moment-là, il y a des déviations. Alors, si ce contournement est fermé et s'il y a déviation, par où passeront les voitures en cas de maintenance? Donc, vous parlez du scénario où il y a maintenance d'un tunnel. Monsieur dit toutes les 3 semaines ou toutes les 6 semaines. Non, Monsieur Bausch. Parfois, je viens de la capitale, très souvent, à partir de 8 heures, il y a toujours un tunnel quelque part qui est fermé. Et à ce moment-là, il y a des déviations, c'est tout le temps le cas. Alors, si ce n'est pas un tunnel, c'en est l'autre. Mais vraiment, moi, je vais de contournement en contournement. Un tunnel est un ouvrage d'art avec beaucoup de techniques. Il y a des ventilateurs. Je crois qu'il y a une 60aine de senseurs de capteurs qui captent des données. Alors oui, il faut de l'entretien. C'est comme une machine. Elle doit être contrôlée. Alors, je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura jamais de fermeture de tunnel. C'est évident. Surtout la nuit, l'entretien sera fait des capteurs, des ordinateurs, de toute la technique qui doivent assurer la sécurité. Et pendant ces nuits-là, eh bien, il faudra faire passer la circulation comme on le fait actuellement. Mais les rues et les routes n'existeront plus. Mais bien sûr que oui, on ne va pas les gommer, on ne va pas les enlever. Mais vous voulez tout apaiser, vous voulez mettre des plantes partout. Mais non, pas là. Uniquement sur l'axe central. Eh bien, ici, si vous venez de Feulen, ça n'a aucune influence sur l'axe central. Actuellement, pour aller dans la capitale, vous traversez Ettelbruck pour rejoindre l'autoroute, mais si plus tard vous prendrez le contournement, oui, si le tunnel est fermé, il faudra rentrer dans Ettelbruck. Oui, mais c'est quand même un apaisement. Admettons que 2 semaines par an, il y ait des travaux de maintenance. Parce que maintenant, vous êtes obligé tous les jours de passer par le centre d'Ettelbruck. Je vous prends au mot. Mais oui, mais je sais bien, moi j'ai les statistiques, c'est autre chose. S'il y a un accident, c'est évident. Mais simplement pour la maintenance, il ne faut pas croire qu'il y a maintenance toutes les semaines. Ça, ce n'est pas vrai. Monsieur, une question plus simple. Première question à Marc. Quelle est la pente entre les tunnels A et B? Et comment va-t-on d'Ettelbruck à Diekirch si la N7, qui a été refaite il y a 3 ans, si elle est fermée? Et troisièmement, qui concerne la Hart, est-ce que ce sera construit ou pas? Donc en haut à Ettelbruck. La pente, à peu près 4%. À peu près. Hein? La deuxième question, je ne l'ai pas très bien saisie. Hors micro.
Hors micro. Ah. Pour aller d'Ettelbruck à Diekirch, eh bien, une fois que le réseau fonctionnera, à ce moment-là, tu peux prendre la voiture à Ettelbruck. Si tu veux prendre la voiture, tu vas sur la B7 jusqu'au Friedhof et de là, tu prends le contournement de proximité et tu vas dans le quartier où tu veux aller. Où tu auras accès à tous les parkings qui existent, où tu pourras te garer. Simplement, tu ne passeras plus par la N7, par Irpelding, mais par le Friedhof. C'est la raison pour laquelle on met cet axe-là à 2 fois 2 voies. Et le Friedhof sera réaménagé. Avec le giratoire actuel, ça ne suffit pas. Et pour ce qui est de l'Arty, je connais le péage d'Ettelbruck, rien n'est prévu. Et ce que nous avons discuté avec la commune, il y a un magnifique arboretum derrière le lycée agricole. Et avec la clinique, les bouchons autour de la clinique, etc., cette clinique ne pourra pas survivre là. Alors peut-être que on peut réfléchir à délocaliser, par exemple, avoir un ascenseur pour aller jusqu'en haut de la clinique et faire un passage. On pourrait avoir à ce moment-là un passage vers l'arboretum. Ça, ce sont des idées qui circulent actuellement et en avançant dans notre planification, nous allons y réfléchir parce que la Hart est une chance énorme pour avoir un centre de loisirs pour Ettelbruck. Et une fois que l'LTA sera à Gilsdorf, il ne fera plus les tests comme c'est le cas actuellement. Donc qu'on ait de la vraie agriculture, c'est une chance. Avoir agriculture, paysage, et que ce soit rendu accessible au grand public, c'est formidable. À Diekirch, où vous avez la place avec les ânes et que vous remontez, ben c'est formidable. On a la possibilité d'aller se promener. Et il y a un versant où on a de l'agriculture et un lieu sympathique. Et c'est ce que nous essayons de faire avec le château, la Hart, etc., avoir ce site. En tant que cycliste engagé, j'ai quelques questions précises. Bon, vous auriez pu laisser l'image. Voilà. Toute une première remarque. La piste cyclable vers Ingeldorf, elle ne vaut rien. Celle qui est tracée le long de la route nationale, on monte, on descend. Il y a beaucoup de voitures. Mais bon, il y a des alternatives le long de la sûre. Mais vendre cela comme une piste cyclable, ce n'est pas vraiment une réussite. Mais bon, c'est de l'histoire passée. Maintenant, pour ce qui est de ce tunnel, je prends souvent mon vélo pour aller dans les Alpes. Et j'étais au lac du Bourget il y a 2 ans. Il existe le tunnel du Berger à cet endroit. J'imagine que ces tunnels ont également un tunnel d'urgence en cas de problème. Pour le lac de Bourget, un tunnel d'urgence a été prévu et c'est en fait une piste cyclable ou un tunnel pour vélo. Ça pourrait être une alternative à considérer parce que vous avez le temps de réaliser ça. Je pourrais peut-être également vous envoyer quelques photos pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Donc c'est le tunnel un tunnel de sortie de secours qui est construit comme un tunnel pour vélo. Cela pourrait être une idée à intégrer dans votre concept. Autre question?
La piste cyclable express, vélo expressway, ce serait un petit peu comme une autoroute pour les vélos. Alors, à ce propos, je voudrais savoir, est-ce que ce sera uniquement pour les vélos? Est-ce que des randonneurs, des landos, des enfants, des personnes qui font de la course pourront circuler sur cette piste cyclable? Parce que c'est ce qui se passe souvent. Et résultat, c'est compliqué. Les gens n'entendent pas toujours les klaxons des vélos ou parce qu'ils écoutent la musique ou regardent leur téléphone portable. Donc sur les pistes cyclables actuelles, c'est dangereux. Donc ça, c'était ma question sur la piste cyclable express. Et puis une suggestion que j'ai envoyée à l'administration des ponts et chaussées et au ministère. En ce moment, à la télé, on fait de la pub, à savoir que les piétons devraient circuler à gauche et les vélos à droite. J'avais envoyé une suggestion qu'il faudrait se donner un peu de mal pour que les pistes cyclables soient donc bien balisées. Peut-être pas nécessairement avec des panneaux, mais peut-être des marquages au sol. Dans le canton de Redange, beaucoup de marquages ont été effectués pour ce qui est également du respect sur les pistes cyclables. Et 95% des personnes se déplacent effectivement sur le côté droit et donc il faut les dépasser. Et derrière, c'est très dangereux. C'est très dangereux de prendre le vélo, que ce soit pour aller à Luxembourgville ou à Pétange ou dans la vallée de l'Aïche où quand il fait beau, beaucoup de personnes empruntent le vélo. Donc en tant que cycliste, il faut rouler en zigzag. Alors, si l'on veut se donner les chances de réussir, il faut créer un peu d'ordre entre les cyclistes et les piétons. Nous avons déjà suffisamment de soucis sur les routes. Il ne faudrait pas non plus maintenant qu'il y ait des conflits entre cyclistes et piétons. Donc, concrètement, à quoi ressemblera la piste cyclable express et pourrait-elle être marquée de la sorte que les piétons sachent qu'ils doivent marcher à gauche sur cette piste? Merci pour ces questions. Tout d'abord, pour la première partie, le tunnel, faudrait-il prévoir une sortie de secours? Alors, ça n'a pas de sens de prévoir une piste cyclable dans un tunnel qui n'a pas de sens. Vous voyez ici le réseau qui est prévu. Vous avez raison par rapport au réseau existant. Ce n'est certainement pas encore optimal. C'est une solution rafistolée. Mais ici, l'idée, c'est que dans tout cet espace de la Nordstadt, et en tenant compte de l'ensemble du réseau de pistes cyclables, il doit être possible d'accéder partout. Alors, dans un tunnel qui... Vous avez parlé du tunnel de proximité. Pourquoi prévoir quelque chose pour le vélo? Parce que personne ne prendrait le vélo sur cette piste s'il y a des possibilités plus intéressantes. Bon, on peut toujours peut-être l'étudier, je ne dis pas qu'il ne faut pas être ouvert, mais il faut que cela ait du sens. Un réseau cyclable doit être construit avec du bon sens. Le deuxième aspect que vous avez évoqué est un peu plus complexe. La piste cyclable express, a priori, elle est pensée ou elle est réservée aux cyclistes. Bon, bien sûr, on pourrait penser à différentes possibilités. Interdire carrément aux piétons de circuler sur la piste cyclable. À ce moment-là, il faudrait effectuer des contrôles, donner des procès-verbaux, des amendes. Bon, je ne suis pas tellement favorable à cette possibilité. Bien sûr qu'il faudrait des infrastructures séparées pour les piétons et les cyclistes, des trottoirs et des chemins piétons pour
les piétons et puis des pistes cyclables à utiliser prioritairement par les vélos. Et oui, je pense qu'il faut éviter, dans la mesure du possible, qu'un vélo circule sur le trottoir parce que ça pose problème pour les piétons, un véritable problème de sécurité, ou alors de manière extrêmement limitée s'il n'y a pas d'autres possibilités sur des petits tronçons. On doit proposer des tronçons mixtes si jamais il n'y a vraiment pas d'autres possibilités, mais le contraire, à savoir interdire aux piétons d'utiliser les pistes cyclables, je ne suis pas pour. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais là où je vous donne raison, c'est qu'il faut mener des campagnes. Oui, l'on pourrait penser à un marquage, et nous le faisons d'ailleurs. Une campagne est d'ailleurs en cours sur l'ensemble du territoire. Dany, Franck, je ne la vois pas, mais nous l'avons lancée et depuis 2-3 ans, nous lançons régulièrement des campagnes pour instaurer le respect entre les usagers des différents modes de transport et nous allons continuer sur cette voie. Et vous avez donné quelques précisions comment cela pourrait marcher. Moi aussi, je prends souvent le vélo. Bon, parfois, je suis un peu irritée quand je vois que les piétons prennent tout l'espace à piste cyclable, que je klaxonne et qu'ils ne m'entendent pas. Mais à l'exception de quelqu'un qui veut faire de la course, et ces cyclistes-là, ils empruntent d'autres routes. Mais c'est une question de respect des uns envers les autres. En tout cas, je ne voudrais pas qu'après avoir eu de longs conflits entre les cyclistes et les automobilistes, que tout à coup, l'on commence à avoir des conflits entre les cyclistes et les piétons. Le respect des uns par rapport aux autres doivent être encouragés à travers des campagnes, des marquages, de la signalétique. Et nous avons d'ailleurs prévu une nouvelle signalétique qui sera aménagée petit à petit. Au Luxembourg, nous avons commencé au canton de Redange, donc là les choses sont déjà assez avancées. Cela doit devenir la norme dans l'ensemble du pays et malgré tout, les êtres humains doivent respecter les règles en vigueur et la question du respect de l'un envers l'autre, si chacun apporte sa contribution, on y arrivera. Bien sûr, notre pays a eu jadis une culture du vélo, mais qui a disparu. Maintenant, nous assistons à un retour de cette culture du vélo, ce qui nous réjouit beaucoup. Et bien sûr, il faut une phase de transition pour retrouver le niveau qui existe dans d'autres pays, aux Pays-Bas, au Danemark, où une culture du vélo existe depuis de nombreuses années. Et il n'y a pas, cela ne se fait pas sans conflit non plus. Bon, bien sûr, aux Pays-Bas, ils ont d'autres dimensions en termes de pistes cyclables. Mais là aussi, il y a des conflits qui se posent. En tout cas, je comprends vos préoccupations, mais je pense que oui, il faut créer les infrastructures et puis passer par des campagnes et des marquages et pour réussir au niveau du respect également des uns envers les autres. Oui. Ja, schönen guten Abend. Bonsoir. Wir sind am Geschick auf Lycée Technique von Ettelbruck. Lycée Technique d'Ettelbruck. Est-ce que l'on pourrait revenir sur la route de Salentini chaque jour? En tant que directeur, nous envoyons 1200 élèves ou 1700 élèves sur cette avenue. Donc nous réfléchissons comment rendre cette route plus sécurisée, plus conviviale. Et puis pour l'arboretum, oui, nous sommes en train de nous pencher là-dessus. En fait, je voudrais vous encourager
de mettre la main à la pâte et de commencer à réaliser les premiers projets parce que nous en avons vraiment besoin, vraiment au cœur de Telbruck. Un grand merci pour vos propositions. Oui, j'espère que les études pourront avancer rapidement et espérons que dans cette grande bulle que constituent les lycées, qui regroupe tout de même 3000 élèves, que la situation, la circulation puisse être apaisée. Merci à vous aussi. Alors, avant l'été, il y a eu une réunion, Jean-Paul, avec le collège Eschwinal d'Ettelbruck et on nous a présenté plusieurs idées pour ce site et le ministère accompagne cela de près. Nous voulons absolument soutenir cela pour mettre en œuvre les choses comme vous venez de le dire. Je vous en prie. Je ne vais pas faire de commentaires pour l'ensemble du projet, mais poser une question précise, logique. Quant à ce plan de mobilité, on va pouvoir épargner beaucoup d'argent puisque le tunnel sous la gare de Luxembourg, sous la gare de Ettelbruck, pardon, n'a plus de raison d'être. Que l'on élimine la gare n'a rien à voir avec le tunnel. Et je ne veux pas me lancer dans cette discussion. Bon, si vous y tenez, je suis prêt à rester là jusqu'à minuit. Mais de cette gare d'Ettelbruck, même mon prédécesseur, Claude Wiesler, en a discuté. La gare d'Ettelbruck doit être complètement réaménagée. Il faut autre chose parce qu'on a besoin d'autre chose. Et le bâtiment qui existe, qui n'est pas classé par cité monument, qui ne devait jamais être classé, il nous faut autre chose que ce qui existe actuellement. Je suis fervent défenseur de toute réflexion avant de supprimer quelque chose, du maintien quelque chose, parce que on a souvent une chance, mais il faut admettre que quand on n'a pas besoin de ce qui existe, que ça ne correspond pas aux critères, eh bien qu'on s'en sépare. Bon. J'en resterai là, mais Marc peut peut-être expliquer quelque chose. Pourquoi l'histoire du tunnel? En fait, on a étudié tout cela avec le trafic, etc. On fait un parking relais, une gare routière, une zone de commerce qui est prévue là où aujourd'hui déjà il y a du logement et il y a déjà beaucoup de monde qui vient. Donc le quartier de la gare doit être aménagé différemment. Si on laissait les choses actuelles, à ce moment-là, on continuerait à tourner en rond avec toutes les voitures. Grâce au tunnel, on aura la possibilité d'aménager cela, d'avoir un bon parvis devant la gare où il sera bon où la circulation sera apaisée, où on aura accès à la ville et ce tunnel est important. 3000 élèves rue Salentini ont besoin de bus, etc. On pourra les évacuer par cette rue-là. Je vous en prie. Oui. Je voulais demander les tunnels dans les contournements de proximité. À combien de voies? S'il y a une pente de 4%, s'il y a des poids lourds, par exemple, qui doivent monter, tout comme pour le tunnel de Gusselbe, qu'il y ait une voie lente pour les tunnels. Ici, vous prévoyez la même chose? Actuellement,
on prévoit une voie dans chaque sens, pas de voie lente, mais les tunnels, ce ne sont pas des tunnels d'autoroute ni de voies rapides, mais des tunnels qui se trouvent dans une localité. Ce ne sera pas du 90 ni du 130 à faire là-dedans, c'est évident. Donc ces tunnels, comme monsieur l'a dit, seront complètement fermés lorsqu'il y aura entretien. Et à ce moment-là, il faudra emprunter les routes normales. Oui, bien sûr. Même en cas d'accident dans le tunnel. On a eu un accident mortel sur la N7 cet été. Et à Diekirch, il y avait une rue qui était barrée. Combien d'heures fallait-il pour rentrer à la maison? Eh bien, parfois, c'est comme ça. On ne peut pas construire uniquement des routes à 2-3 voies. Ce n'est pas possible. Oui, mais ici, il est question d'une circulation importante. Et s'il n'y a pas de voie lente, on aura des problèmes. Mais ça, c'est autre chose encore. Autre question, point de vue budget. Il y a une planification, j'imagine. On se souvient de la construction de la 7, de la durée de la construction. Alors, quelle est la planification? Quel est le phasage? Est-ce qu'il y a des étapes qui sont prévues? Et quand est-ce que vous allez commencer? L'horizon chronologique pour l'ensemble est défini, 2035. Et j'ai dit que la première chose qui doit être construite, ce sont les contournements de proximité et la mise à 2 voies de la N7 jusqu'au Friedhof. Sinon, ça n'ira pas. Ensuite, on parlera du chemin de fer et de l'axe central. Mais sans ce que je viens de dire, ça ne pourra pas fonctionner. Alors, maintenant, nous sommes dans la phase des idées, de la planification. Il y a des études préliminaires qui ont été faites. Prochaine étape, c'est les études approfondies pour les différents tracés, les tunnels, les études géologiques qui doivent être faites, etc. Les autorisations, la loi de financement qui doit passer par la Chambre. Je dirais que les 3-4 prochaines années seront nécessaires pour tout cela. Et ensuite seulement débarrage des travaux. L'objectif, c'est qu'en 2035, donc d'ici 14 ans, le tout devrait être terminé. À Diekirch, on nous a posé la question, et je comprends bien, parce que ça a déjà tellement traîné. On dit oui, est-ce que ceci va traîner également? Mais l'objectif n'est pas de faire traîner les choses. Et il ne faut pas croire que chaque projet a traîné. Et je ne veux pas revenir sur la construction de la route du Nord, la Nordstrasse. Mais on a transposé et on transpose énormément de projets qui ne prennent pas tellement de temps, qui ne dépassent pas la planification. Moi, je dis ceci est possible à cet horizon 2035. C'est possible. D'abord, si les moyens financiers nécessaires sont mis à disposition et si le courage politique existe pour mettre en œuvre cela. Bon, moi, je ne vais pas... Ce ne sera pas moi qui vais couper le ruban. En tout cas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Mais je vais faire mon possible pour que cela puisse être réalisé. Ce qui est important pour nous, et c'est la raison pour laquelle on vient vous voir, on a déjà discuté avec les conseils des échevins et des conseillers communaux, et ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Maintenant, on vient auprès de la population et on vient vous présenter cela. Et on a l'impression que, en grande ligne, vous êtes plutôt d'un avis positif, que vous accueillez favorablement ceci. Alors, on va ensuite avoir le plan sectoriel transport, qui est un des 4 plans sectoriels qui va être modifié
pour y inscrire ces éléments-ci. Et cela va nous donner d'autres possibilités, côté emprise notamment. Et François Bauch, en janvier-février, il va présenter le plan national de mobilité. Notre gouvernement, maintenant, a le courage politique d'annoncer que nous voulons faire cela et que nous voulons réaliser cela, préparer le terrain. C'est ce que nous pouvons faire dans ces périodes législatives. Voici nos propositions, donc. Mon avis personnel, c'est qu'il ne faut certainement pas discuter et attendre encore 25 ans autour du concept de la Nordstadt. On en a suffisamment parlé. Ceci peut vraiment être quelque chose de très positif pour la Nordstadt. Avec les communes, nous sommes en bonne voie avec les 5 communes que nous avons consultées. Et nous sommes de bon espoir. Merci de me donner la parole. J'aimerais revenir sur la gare d'Ettelbruck. J'ai 2 questions. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas avec les voitures par-dessus les souterrains plutôt qu'en dessous? Deuxième question, pourquoi est-ce que le nouveau pont n'a pas été construit de telle sorte qu'on puisse laisser l'ancien pour pistes cyclables et piétonnes, en sachant que le petit bout qui passe par-dessus le rail ait dû être davantage aménagé? L'ancien pont qui était là, en fait, c'était un vieux pont d'après-guerre qui avait déjà été pas mal abîmé pendant la Deuxième Guerre mondiale, un pont en béton habillé de pierre. Et pour le projet, pour le pôle d'échange, le pont était trop étroit. On aurait dû l'élargir. Et d'un point de vue statique, ce n'était pas possible. Autre problème, c'est que les CFL ont besoin d'un certain gabarit. Et ce gabarit-là n'existait pas. On ne l'avait pas. Et donc là aussi, on aurait dû relever, et un pont à arc relevé nous donnerait une drôle d'esthétique. Donc, argument pour construire un nouveau pont. Ce qui fait que le vieux pont n'avait plus de fonction. On a un pont de 3 mètres pour le vélo, si jamais, et on y avait pensé, je crois que c'était une question parlementaire qu'on avait posée, il y a toujours moyen de dire on rajoute un pont piéton ailleurs pour une nouvelle liaison. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nécessité. Hors micro. La deuxième question. Pourquoi passer avec le souterrain sous la gare? Mais alors on aurait les voitures sur le parvis, là où les gens quittent le train pour aller en ville. Donc on aurait de nouveau eu la rencontre voyageurs. Ceci nous permet d'avoir un bel endroit et il nous faut cet espace pour pouvoir l'aménager, pour l'urbaniser. Bonsoir. Moi aussi, j'ai quelques questions. Tout ça a l'air bien beau. Première question, Gilsdorf. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à un tram qui ne nécessite pas de gare, qui ne nécessite pas d'infrastructures aussi lourdes, parce qu'il y a beaucoup de bus déjà qui vont à Diekirch. Cela nous donnerait plus de qualité de vie. Ça, c'est la première question. Je peux peut-être répondre de suite.
Le principe de la planification de la mobilité, c'est que, comme c'est inscrit dans le module, nous ne voulons pas faire bouger des véhicules, mais des gens. Donc, avant de prendre une décision sur les infrastructures, nous voulons savoir quelle est la demande qui existe en matière de mobilité. Combien de personnes faut-il faire bouger de A à B dans une zone urbaine comme ici la Nordstadt, et quelle est la capacité dont on a besoin par rapport à cette demande? Le tram est une infrastructure lourde, le train encore plus, mais le tram, on en a besoin dans une zone métropole, par exemple la capitale et les alentours. La ville, 130 000 habitants, plus les agglomérations de banlieue. Il est question de plusieurs centaines de milliers de mouvements. Et là, pour de telles capacités, le tram a un sens. Mais ici, dans cette Nordstadt, on a un grand besoin de mobilité, mais pas ces capacités. En plus, un train qui vient de Diekirch-Ettelbruck aller vers la capitale, un bon axe avec 2 arrêts que l'on rajoute, des parkings relais. Donc le train, vu les grands flux, est ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, de bons mouvements de bus. Et faire ici un tram entre Ettelbruck et Diekirch, ça n'a pas de sens parce que ce serait en parallèle au train. Mais alors, on pourrait supprimer le train à ce moment-là. Mais non. Hors micro, hors micro. Ça n'a pas de sens. Ce qu'on va faire ici, on renforce le rail. Vous aurez beaucoup plus de connexions Diekirch vers la ville. Vous aurez une offre énorme pour quitter la ville. Ça n'a pas de sens que de modifier l'offre de qualité de ce réseau ferroviaire où on peut atteindre tout le pays, de l'enlever pour le remplacer par une navette tram. Mais à Ettelbruck, vous pourriez... Mais alors, quelqu'un qui de Diekirch peut prendre le train ou d'Erpelding pour aller directement en ville, pourquoi remplacer cela par une autre liaison que je dois construire? Donc le tram qui est un sacré investissement. Mais en fait, non, ce n'est pas si simple que cela, monsieur. On ne peut pas dire on enlève le train et on met sur le même rail le tram. Non, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Mais vous auriez pu mettre un tram le long. Mais non, hors micro. Mais nous construisons parce que vous avez une liaison directe de Diekirch vers la capitale. Vous ne l'avez pas pour l'instant. Vous devez changer à Ettelbruck. Et à ce moment-là, il faut faire rentrer le tram vers Ettelbruck. Non, il ne peut pas rentrer dans Ettelbruck. Il y a d'autres normes de sécurité. Ce sont des techniques différentes. On en a discuté dans la capitale avec le BTB et les CFL ont dit rapidement que ce n'était pas possible et que nous n'en voulons pas parce que, point de vue standard de sécurité, cela ne marche pas. C'est un tout autre système. Oui, mais vous avez à Ettelbruck dans la gare encore de la place pour mettre un rail. Non, je persiste. Vous avez une bonne liaison rail d'Ettelbruck à Diekirch, Diekirch à Ettelbruck, que nous allons renforcer. Et tous les experts, les ingénieurs, les études nous disent on n'a pas craché cela comme ça sur papier. Ça, ce sont des études détaillées, des systèmes qui ont été comparés. Quelle est la demande, quelle est la meilleure offre par rapport à la demande. Et voilà le résultat. On n'a pas simplement
inventer cela. Je reviens sur la gare d'Ettelbruck. Cela me concerne. Les sites et monuments m'ont écrit que ce serait bien de maintenir cette gare, mais suite à un projet d'envergure nationale, il fallait l'enlever. Alors, il faut enlever cette gare pour faire quelque chose de plus pratique, de plus moderne ou à cause du tunnel? Autre petite question, la nouvelle gare telle qu'elle existe maintenant, vous montrez de belles diapositives. La gare actuelle et celle qui va être construite, elle sera 2 fois plus grande, il n'y aura plus de place publique. Non, 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 vous avez mal vu, je crois. Ces sites et monuments qui ont une base légale avaient voulu classer cette gare, elle l'aurait fait, mais cette administration ne l'a pas fait. Le bourgmestre l'a classée. Les façades, en tout cas, et les façades, non. L'administration des sites et monuments a une base légale. Et je crois que 3 ministres ont conclu la même chose, successifs, avec des points de vue politiques différents. Maintenant, c'est une verte, avant c'était une noire, avant c'était, si je me souviens bien, également, et la conclusion est la même, quel que soit le bord politique du ministre. Donc il y a une base légale. Et si l'administration avait voulu la classer, elle l'aurait fait. Mais cette gare, en fait, on a besoin de tout à fait autre chose comme bâtiment que ce qui existe actuellement. Nous ne pouvons pas utiliser le bâtiment pour toutes les fonctionnalités qui vont entrer. Mais quelles fonctionnalités? Et par exemple, la police. OK, ça c'est acceptable. Je crois que la population d'Ettelbruck sera contente qu'il y ait la police. Mais il y a de la place, non, pour mettre la police? On peut en discuter encore pendant une heure, mais ça ne nous mène à rien. Je sais que vous avez un problème. Vous avez un restaurant. Soyons clairs, vous avez un restaurant. Et je comprends votre problème. Non, vous ne le comprenez pas, mais si, vous le comprenez. Je répète, et je vous l'ai déjà dit à Diekirch, où on en a déjà discuté, je vous ai invité à venir au ministère où on peut regarder sur plan pour expliquer. Mais je ne partage pas votre avis et on peut en discuter encore pendant 4 heures. Je comprends votre problème avec tous les chantiers. Les chantiers sont des nuisances. Personne ne les aime. Là où moi j'habite, en tant que ministre, j'ai dû décider un chantier qui va durer 5 ans. C'est devant ma porte d'entrée. Oui, j'y habite, je n'aime pas, mais c'est ce qu'il fallait faire. Donc le chantier est toujours une nuisance. Et je suis prêt à tout faire pour vous aider. Mais ça ne change rien au fait que le projet et cette nouvelle gare est nécessaire et qu'on en a besoin. Le projet a été présenté il y a 7 ans. Il devait durer 5 ans. On devrait déjà avoir 200 places de parking. On n'a toujours pas d'accord avec la RAL pour l'enlever. Alors, combien d'années encore pour ce projet? Vous le savez, le projet est en cours, les calendriers sont connus, le phasage est connu, les ponts et chaussées peuvent répondre. Il y a le chantier de la gare. Un chantier est une nuisance. Ça n'a pas de sens ici d'avoir ce dialogue qui est en fait un monologue. Je comprends votre problème, j'y suis sensible. On essaye toujours de vous aider, mais une phase de chantier est difficile.
Le projet route va durer combien de temps? Le dossier de soumission va sortir très bientôt et printemps l'année prochaine, on démarrera le projet du tunnel. On va supprimer la gare. La volonté est là de maintenir le stationnement pour le bien des commerces. C'est la raison pour laquelle nous allons construire par 5 phases, par petits bouts, pour que la vie commerciale puisse continuer. En tant qu'ingénieur civil, moi j'aimerais tout fermer, prendre la pelleteuse et en un an j'aurai tout fini. Mais non, on a prévu 3 ans jusqu'à la fin du tunnel. La première phase est terminée, la deuxième est terminée, le quatrième, le pont est terminé, donc on revient au 3e sur 5 et l'aménagement définitif, ce sera tout à la fin et à ce moment-là, le chantier sera terminé. Et à la phase 2, il devrait y avoir 200 places de stationnement? La phase 2 vous concernait. Là, nous avions prévu 1 an. Nous avons respecté ce délai. J'aurais aimé revenir sur la première présentation. J'ai beaucoup apprécié les espaces verts au centre-ville plutôt que les emplacements de parking. Vous aviez montré 3 éléments. Un premier à côté de l'église, le deuxième devant l'ancienne caserne de pompiers, le troisième élément, la place Monopole. Je pense que ces 10 dernières années, à Ettelbruck, l'on discute à propos de cette place Monopole. Cette question s'adresse peut-être plutôt à M. Schaaf, le bourgmestre. Ce qui est prévu à l'heure actuelle pour la place du Monopole, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec la vision territoriale que vous venez de présenter? Merci et merci pour cette question. Alors oui, je peux expliquer. C'est un concept global. Une chose, c'est le pont. C'est dommage que le pont pour piétons n'est pas encore ouvert. Ce sera dans 2 jours et pour samedi, ce sera pour les vélos. Une semaine plus tard que prévu. C'est comme ça. Et la deuxième phase est la suivante. La zone de détente et de loisirs le long de la Sûre. C'est un aspect important. Alors avec des gradins pour s'asseoir, avec une nouvelle piste cyclable. Et Marc Ries devra se débrouiller pour aménager et élargir cette piste. Alors un espacement pour la petite gastronomie, un espace pour mobil-home également. Donc ce sera un espace de détente et de loisirs tel que nous le souhaitons. Alors, si l'on était strict, on pourrait dire prairie verte, pourquoi pas. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est tout simplement planter à tort et à travers des arbres. Il y a eu une réunion de participation citoyenne pour aménager cet espace, mais nous avons dû constater que pour planter un arbre, l'espace est extrêmement limité pour que les arbres puissent y tenir. Nous avons un cours d'eau qui est canalisé, nous avons des conduites de gaz, des réseaux d'électricité, donc il y a peu de marge. Planter des arbres, ce ne sera pas possible à cet endroit. Alors, un pavillon gastronomique, une aire de jeu pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants au centre-ville qui n'ont pas d'aire de jeu à proximité. Donc cette aire de jeu s'ajoute avec un espace de gastronomie, une belle terrasse.
à côté de l'aire de jeu pour les enfants. Et puis, c'est toujours une question de compromis. En tant que ville commerçante, il faut toujours faire des arbitrages. Il y aura une allée d'arbres, un petit peu comme au Knoedler, à Place Guillaume en ville. Là aussi, il y a des arbres. C'est vrai que ces arbres n'ont pas beaucoup de place pour leurs racines, mais cela fonctionne et ce sont des arbres de grande taille. Donc, ce sera un modèle un petit peu similaire. Donc, non, je ne vois pas vraiment de contradiction entre les deux, parce qu'il faut toujours garder une vue d'ensemble et voir ce qui convient le mieux. Mais pour ce qui est de la place de l'église, oui, dans ce concept Vision 2030, des idées avaient été formulées sur l'aménagement existant. Bon, je peux vous dire ce que j'en pense, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, la tendance est celle de dire c'est le parking qui est le moins utilisé à Ettelbruck, et donc ça peut avoir du sens que de le fermer. Et il faut toujours trouver des compromis. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'entre le gouvernement, les administrations et la ville d'Ettelbruck, nous essayons de coopérer au mieux. Il y a également l'administration de l'eau qui s'occupe de la conception, surtout le site. Et puis là, je mets ma casquette de ministre de l'Énergie, j'ai mené des discussions pour voir comment moderniser ces éléments. Alors l'administration des eaux voudrait y aménager un escalier, un quai en fait, pour des pêcheurs. Et oui, ce serait intéressant d'avoir une plateforme pour que l'on puisse s'asseoir à cet endroit. Donc maintenant, nous avons besoin de bureaux d'études qui puissent planifier quelque chose du château de Birtringen jusqu'à Bettendorf pour avoir une certaine unité. Et entre nos administrations et les communes, nous allons instituer un groupe de travail pour voir comment se protéger contre les crues, garantir la biodiversité et assurer la détente et les loisirs, et tout combiner en fait. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Je ne vois plus personne à côté des micros. Ah, dernière question. Et de toute façon, ce ne sera pas la dernière fois que nous serons là. Nous allons certainement revenir, encore souvent d'ailleurs, pour présenter le détail. Bonsoir. J'étais surpris de voir toutes ces variations de tunnels. Une question. Pourquoi ici à Ettelbruck? Alors, pour le petit contournement de la B7 jusqu'à la rue de Bastogne, fallait-il choisir cette solution du tunnel? Quels sont les arguments pour et quels sont les autres arguments? Est-ce qu'il faut une structure fermée comme un tunnel? Parce que bon, il y a tout de même des inconvénients. Et puis, en rose, les tronçons en rose, vous ne les avez pas vraiment expliqués. Alors, pour assurer des flux, pour accéder d'un point à l'autre avec la voiture. Mais j'ai encore une autre question concernant la voie ferrée. Je ne comprends toujours pas et je ne sais pas à quoi ressemblera la cadence de Diekirch à Luxembourgville. Le gabarit sera dévié, déplacé de quelques mètres. Alors une cadence 3-4 trains par heure de Diekirch à Luxembourgville. Donc en fait cette infrastructure sera très peu utilisée.
Et c'est difficile de comprendre pourquoi. Si c'est tellement sur le train, et il y a également un corridor de bus à l'heure actuelle. Est-ce qu'un corridor de bus n'aurait pas été suffisant? Si j'ai bien compris vos plans, vous allez prévoir un couloir de bus le long du rail. J'ai du mal à comprendre pourquoi il faudrait absolument réaliser cette voie ferrée. Alors, il y a peut-être des solutions plus intéressantes pour prévoir des pôles, des escalators notamment. Alors, combien de fois est-ce que je peux aller par heure de Diekirch à Luxembourgville? Est-ce que cela justifie le fait de devoir déplacer la voie ferrée? Quels ont été les calculs qui ont été faits pour dire que sans le train, nous n'y arriverons pas? Parce qu'il y a d'autres possibilités. Je pourrais prendre le bus ou utiliser l'axe des bus qui a aussi une certaine capacité. Bon, bien sûr qu'il faudra un transbordement quelque part à Ettelbruck, mais je ne vois pas vraiment pourquoi ceci devrait être la seule solution. Eh bien, peut-être que vous vous souvenez d'anciennes études réalisées il y a longtemps et de la vision du passé qui était tout autre que celle d'aujourd'hui et qui était tout à fait différente. Il y avait un déplacement de la voie ferrée qui était prévu pour construire des quartiers résidentiels. En tout cas, au niveau de l'aménagement du territoire, nous avons défini 3 centres économiques, 3 pôles économiques dans le sud Esch-Belval, au centre la ville de Luxembourg et les communes périphériques. Et si nous voulons donner une chance à la région nord, eh bien, ce sera la Nordstadt. Et à côté ou à Erpeldange, il y aura un pôle d'échange, un parking relais pour ceux qui viennent du nord et des emplois. Ils seront créés autour de ce pôle d'échange pour qu'il y ait des perspectives économiques et pour qu'à l'avenir, tous les habitants du nord de Luxembourg n'aient pas besoin d'aller travailler à Luxembourgville, mais aient également des possibilités de travail dans cette région. Et puis, des possibilités d'aménager des logements. Donc, nous sommes en train de réfléchir à la grande capacité de personnes qui voudront se déplacer à l'avenir. Et donc, en ce sens, le train a sa légitimité. Alors, peut-être qu'à l'époque, il a été dit que l'on pourrait remplacer le train par un bus à haut niveau de service. Et là, il y aurait tout de même l'inconvénient de devoir changer de moyen de transport. Et puis, ici, nous prévoyons une fréquence régulière. Donc, le rail nous offre d'autres possibilités. Nous avons élargi le pont, la gare centrale de Luxembourg a été agrandie. Donc, et puis, il y aura également des liaisons d'Ettelbruck vers Esch qui ne s'arrêteront pas à Luxembourgville parce que cette ancienne vision où tous les modes de transport s'arrêtaient à Luxembourgville est désuète. Ce ne sera plus comme ça à l'avenir. Donc on ne peut pas regarder un élément de manière isolée. Il faut tenir compte de l'ensemble du plan national de mobilité. Vous le verrez en janvier. Et puis cela ouvre d'autres perspectives pour la Nordstadt. Alors, à Diekirch, des personnes m'ont dit, si j'habite ici et je veux aller étudier à l'université, pour moi, c'est vraiment la voie royale. À l'avenir, oui, ce sera possible d'imaginer des trains directs entre la Nordstadt et l'université de Belval. C'est tout de même une excellente chose que de pouvoir proposer cela. Donc, il faut regarder ceci dans une perspective de développement pour la Nordstadt, mais également pour l'ensemble du pays. Et nous ne pouvons pas dire
que le Nord, la région nord est négligée, rien n'est fait pour créer de l'emploi ou des quartiers résidentiels dans la région nord. Et quand on veut proposer quelque chose, alors certains voudraient le statu quo. Si l'on veut, OK, mais alors il faut être conscient que le statu quo ne présente pas que des avantages, au contraire, ni pour la Nordstadt, ni pour le reste du pays. Alors, pour la Nordstadt, un investissement de 1,7 milliard est prévu. C'est le même montant qui a été investi au centre et au sud. Moi, je ne peux que vous dire, saisissez cette opportunité, saisissez cette possibilité. L'État pour que ces 1,7 milliard d'euros soient investis ici, dans la Nordstadt. Si vous ne le faites pas, je pense que vous ferez une grande erreur historique. Moi, je serai déjà à la retraite, mais je pense que ce serait une erreur que de ne pas profiter de cet énorme investissement que l'État est prêt à mettre sur la table. Je pense que c'était un excellent mot de la fin, non? Un grand merci de votre présence. Beaucoup de personnes nous ont regardés. Moi, je reviendrai au mois de février et mars lorsque nous allons voir le détail de la vision territoriale Nordstadt 2035. Ce sera une soirée pour l'ensemble de la Nordstadt où nous pourrons donner davantage de détails sur le grand espace paysager. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la ville d'Ettelbruck et merci également au collège Ischwinal qui est présent en grand nombre. Merci également pour l'excellente coopération. Merci à vous pour votre présence et pour vos questions. Bonne soirée à tous.